Ton frère a fait plus pour cette famille, que tu ne pourras jamais le faire. C'est ce que ma mère a dit, alors qu'elle vivait dans la maison que je venais de lui acheter. Je l'ai vendu sans le dire à personne, et j'ai dit, voyons ce qu'il peut faire. Si vous m'aviez rencontré il y a 5 ans, vous auriez vu un jeune homme aux yeux écarquillés, fraîchement diplômé en ingénierie, avec 2 stages à son actif, et un sac de sport rempli d'ambition. J'étais le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Mes parents étaient fiers, ou du moins, ils le disaient autrefois. Mon jeune frère, Tyler, était encore au lycée à l'époque. Il se laissait déjà porter par son charme, et par ses excuses. Vous voyez le genre. Il séchait les cours, mais réussissait toujours d'une manière ou d'une autre, à faire croire que c'était la faute du professeur. Il a planté sa première voiture, et a blâmé la route glissante, même si le soleil brillait depuis 3 jours d'affilée. À l'époque, cela ne me dérangeait pas. Je me disais qu'il traversait juste une phase. J'étais l'aîné, le responsable, celui qui arrangeait les choses. Mon premier emploi me rapportait 68 000 €, après impôts et loyers pour mon studio. Si l'on pouvait appeler ce placard glorifié, un appartement. Malgré tout, j'envoyais 500 € à la maison, chaque mois. Ma mère disait que ça aidait pour les courses et les factures. Mon père me disait de ne pas m'en faire, mais je savais qu'ils en avaient besoin, alors j'ai continué à envoyer cet argent. Quand la pandémie a frappé, la situation s'est aggravée à la maison. L'usine de mon père a réduit ses heures, puis a complètement fermé. Ma mère a perdu son emploi à temps partiel, à la bibliothèque. Et Tyler. Il a abandonné l'université communautaire, et s'est plongé à fond dans la crypto-monnaie, ainsi que dans les théories du complot. Je n'ai rien dit. Chacun perdait pied à sa manière. Mais, j'ai augmenté mes versements à 800 €. Puis, en 2021, ma start-up technologique a été rachetée. Ce n'était pas encore l'argent qui change une vie, pas tout à fait. Mais mes stocks options ont été débloqués, et après impôts, je suis reparti avec un peu moins de 300 000 €. La première chose que j'ai faite, c'est de rembourser le prêt hypothécaire de mes parents. Je me souviens encore de ce coup de téléphone. « Attends, tu as fait quoi ?» a dit ma mère, en riant nerveusement, comme si je venais de faire une mauvaise blague. « C'est fini, maman. Plus de paiement. La maison est à vous. » Il y a eu un silence, puis, « Tu n'aurais pas dû faire ça, mon chéri. C'est trop. » Mais mon père a pleuré. Il a vraiment pleuré. C'était la seule et unique fois où j'ai entendu sa voix trembler ainsi. Et Tyler, lui, m'a envoyé un texto, « Joli coup, frérot. » Et moi, j'ai quoi? Je me suis convaincu que c'était une blague. Fin 2022, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Le télétravail m'offrait une grande flexibilité, et j'ai trouvé un charmant petit 2 pièces, en dehors de Seattle. Modeste, mais ancré dans la réalité. Toutes les factures à la maison, cependant, étaient toujours à ma charge. Je payais leur internet, le gaz, l'eau, l'électricité, et leur forfait téléphonique. Mon nom figurait sur chaque compte. J'avais même mis en place un prélèvement automatique pour leurs impôts fonciers, juste pour être sûr. On pourrait croire qu'un tel soutien s'accompagnerait d'un peu de gratitude, ou du moins de neutralité. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que lorsque les gens s'attendent à votre aide, cela cesse d'être un cadeau, et devient un devoir. Et au moindre faux pas de votre part, aussi infime soit-il, c'est perçu comme une trahison. C'est un dîner, le mois dernier, qui a tout fait voler en éclats. J'avais pris l'avion pour rentrer, à l'occasion de l'anniversaire de mon père. Rien de luxueux, juste un barbecue dans le jardin, avec quelques proches, quelques voisins, et assez de salade de pommes de terre pour nourrir une équipe de football. J'avais apporté une bonne bouteille de whisky, et de vrais steaks. De la bonne viande, pas les paquets familiaux du rayon surgelé. J'avais même acheté une enceinte Bluetooth, car leur vieille radio était littéralement fossilisée. Le dîner a bien commencé. Tyler était là, bruyant comme à son habitude, racontant une fois de plus, comment il avait failli gagner 80 000 €, grâce à une monnaie appelée Banana Cash, ou un truc tout aussi ridicule. Il portait des lunettes de soleil en pleine nuit, et consultait sans cesse son téléphone, comme si quelqu'un d'important l'attendait. Ma mère riait à chacune de ses blagues, même à celles qui avaient à peine de sens. Vers le milieu du repas, ma tante a fait une remarque. Elle a souligné à quel point mes parents avaient de la chance, d'avoir un fils aussi généreux. J'ai souri,
supposant qu'elle parlait de moi. Mais c'est là que ma mère a lâché la phrase. D'un ton sec, désinvolte, et assez fort pour interrompre 3 conversations nettes, eh bien, Tyler a en fait fait plus pour nous, qu'Adam ne le fera jamais. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai littéralement cligné des yeux, comme un personnage de dessin animé, essayant de rejouer la scène dans ma tête. Quoi, ai-je dit légèrement, avec ce rire forcé que l'on utilise, pour donner à quelqu'un la chance de se rattraper. Elle n'a pas scié. Je veux dire, oui, Adam envoie de l'argent et tout, mais Tyler est là. Il nous tient compagnie, fait les courses, aide dans le jardin. C'est ce qui compte le plus, tu sais. Tyler a eu un petit sourire en coin, n'a rien dit, et a pris une autre bouchée de son épi de maïs. Je l'ai dévisagé. Cette femme, cette mère que j'avais couverte, protégée, soutenue. Celle qui n'avait jamais demandé comment j'allais, qui n'avait jamais appelé pour prendre de mes nouvelles, à moins que le Wi-Fi ne soit en panne. Elle minimisait des années de sacrifice, tout simplement parce que son enfant chéri tondait la pelouse une fois par semaine, et s'asseyait sur le canapé pour offrir un soutien moral. Mon père n'a pas prononcé un mot. Il a simplement fixé son assiette, comme si elle était soudainement devenue fascinante. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, mais je suis resté silencieux. Je ne voulais pas faire de scandale, pas là. Pas devant des proches, qui murmuraient déjà des choses comme « Oh, Tyler est tellement charmant, il cherche juste sa voix ». Je me suis excusé tôt, et je suis rentré à mon hôtel. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais en colère, bien que je l'ai été, mais parce que je remettais tout en question. L'hypothèque, les factures, les heures passées au téléphone avec Comcast, quand il ne trouvait pas pourquoi Internet sautait sans arrêt. Le temps pris sur mon travail, pour aider à repeindre le salon. Les vacances sacrifiées pour rentrer à la maison, seulement pour m'entendre dire « Tu es trop silencieux » ou « Tu devrais être plus comme Tyler, il est tellement amusant ». Et maintenant, apparemment, il avait fait plus que je ne ferais jamais. J'ai vérifié l'acte de propriété, cette nuit-là. Il était toujours à mon nom. Je l'avais laissé ainsi lorsque j'avais remboursé l'hypothèque, pensant que ce serait plus sûr, juste au cas où. Et maintenant, pour la première fois, j'étais heureux de l'avoir fait. Le lendemain matin, j'ai souri pendant le petit déjeuner, comme si de rien n'était. Tyler a fait une blague sur ma sensibilité, ajoutant un truc sur le fait de pleurer en bitcoin. Ma mère a gloussé. Mon père a siroté son café, en silence. Mais dans ma tête, j'éteignais déjà les interrupteurs, un à un, discrètement, soigneusement. Parce que si Tyler avait fait plus pour eux, alors il était peut-être temps qu'il en fasse encore plus. Et il était peut-être temps que j'arrête de financer leur mémoire sélective. Je n'ai pas coupé les ponts tout de suite. Cela aurait été trop facile, et honnêtement, trop soudain pour qu'ils en tirent une leçon. Je voulais comprendre, j'en avais besoin. Je voulais voir si c'était juste une remarque ponctuelle de ma mère, ou si j'avais été aveugle pendant tout ce temps, face à quelque chose de bien plus laid. Alors, j'ai joué le jeu. Après ce dîner, j'ai passé 2 jours de plus à la maison. J'ai gardé le sourire, aidé à nettoyer le garage comme si de rien n'était, acheté du café pour ma mère, et offert à mon père une nouvelle paire de gants thermiques pour l'hiver. Quand Tyler s'est vanté de sa nouvelle opportunité commerciale, qui s'est avérée être une formation en dropshipping payée 900 €, j'ai hoché la tête poliment. J'ai même posé des questions, juste pour maintenir la paix. Mais chaque petit détail a commencé à s'accumuler. Comme la façon dont ma mère avait soudainement tant de corvées à faire, dès que Tyler était dans les parages. « Oh mon chéri, tu peux m'aider à nettoyer le grenier ?» Mon dos me fait souffrir. Elle ne l'a jamais demandé à Tyler. Elle n'a même pas regardé dans sa direction. Ou la manière dont mon père a commencé à imiter ses remarques. « Tu as de la chance d'être doué avec l'argent, Adam, parce que tu ne parles vraiment pas beaucoup. » Comme si être silencieux faisait de moi quelqu'un de défectueux. Mais le coup de grâce est venu ce soir-là, quand je les ai surpris dans la cuisine. J'étais allé sur la véranda arrière pour prendre un appel. En rentrant, je suis passé devant la fenêtre de la cuisine, entr'ouverte juste assez pour laisser filtrer les voix. Il agit comme s'il était le seul à travailler, disait ma mère. Ce n'est pas parce qu'il envoie de l'argent qu'il doit se croire supérieur à nous. Tyler a ri. Ouais, le mec se prend pour Jeff Bezos ou un truc du genre. Je te jure, maman, si j'avais ce genre de cash, je t'achèterais une vraie maison, pas ce vieux truc.
Oh, ne dis pas ça, a-t-elle ricané. Tu sais bien que c'est sur toi qu'on compte ici. Je suis resté là, dans l'obscurité, les mains toujours posées sur la poignée de la porte. J'avais la gorge serrée, non pas de colère, mais par une étrange et glaciale lucidité. Ils le pensaient vraiment. Ce n'était pas juste une remarque en l'air lors du dîner. C'était leur façon de voir le monde. Tyler, le garçon en or qui ne pouvait pas faire d'erreur, et moi, la compagnie d'électricité avec un battement de cœur. Au moment de prendre mon vol retour, j'avais pris une décision silencieuse. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas écrire un long email larmoyant. J'allais simplement arrêter. Pas d'annonce, pas de drame, pas la moindre once de culpabilité. Juste prendre du recul, et observer. La première chose que j'ai faite, a été de transférer l'acte de propriété de la maison, dans une fiducie révocable, un trust, à mon nom. Plus de propriété directe, juste un petit pare-feu juridique. Quelque chose de discret, d'invisible. Ensuite, j'ai passé en revue les factures. Elles étaient toutes encore liées à mes comptes, avec mon adresse email comme contact. Un accès facile. J'ai d'abord suspendu le prélèvement automatique de l'électricité. C'était juste un test, un petit essai. En moins de 3 jours, j'ai reçu un appel de ma mère. « Et, mon chéri » a-t-elle dit, avec une voix trop mielleuse. Les lumières ont clignoté 2 fois hier soir, et ce matin, le four refusait de s'allumer. La compagnie d'électricité a encore fait n'importe quoi. J'ai simulé l'inquiétude. Bizarre. Je vais appeler pour vérifier. Mais je ne l'ai pas fait. Et 2 jours plus tard, elle a rappelé, cette fois-ci plus agacée. Je viens de recevoir un avis indiquant que le paiement n'est pas passé. As-tu mis à jour la carte? J'ai laissé passer un silence. Non, je n'ai rien changé. Tu devrais peut-être les appeler directement. Oh, eh bien, peux-tu t'en occuper? Ton père essayait de regarder le match, et la télé s'est éteinte. Peut-être que Tyler peut t'aider, ai-je répondu calmement. Elle s'est tue. C'était la première fissure. Au cours des semaines suivantes, j'ai lentement retiré mon soutien. La facture de gaz, Internet, puis l'eau. À chaque fois, je faisais semblant d'être confus, ou indisponible. Ah, désolé, je suis débordé de travail. Ou, mince, je pensais que celui-là était encore actif. Et à chaque fois, la tension à l'autre bout du fil montait. Sans surprise, Tyler n'a rien fait. La première fois que le Wi-Fi a coupé, il a conduit jusqu'à un Starbucks, et a posté sur Instagram à quel point le travail acharné ne s'arrête jamais. Un ordinateur portable, une boisson chaude, point. La fois suivante, il a emprunté la connexion du voisin, en se tenant sur le porche, le téléphone en l'air comme une antenne de télévision. Le pire dans tout ça? Ils ne m'ont toujours pas dit merci. Pas une seule fois. Même rétrospectivement. Ils étaient plus irrités qu'autre chose. Comme si un distributeur automatique avait avalé leurs billets. Mais je ne faisais plus cela pour obtenir des remerciements. Je le faisais pour y voir clair. Et cette clarté est apparue un samedi soir, lorsque j'ai reçu un appel de ma tante Denise, la sœur de mon père. Et j'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, a-t-elle hésité. Ta mère était là tout à l'heure, et elle avait l'air vraiment bouleversée. Elle a dit que tu leur avais complètement coupé les vivres. Elle a raconté qu'elle avait dû puiser dans ses économies, pour payer la facture d'eau. Puis, elle a ajouté que tu essayais de les contrôler. En utilisant la maison comme moyen de pression. J'ai ri, un rire court et tranchant. Les contrôler? J'ai payé leur hypothèque. Je couvre tout depuis 5 ans. Je sais, mon cœur. Je lui ai dit ça. Je voulais juste. Elle tourne l'histoire de façon à faire croire que tu les punis. J'ai soupiré. A-t-elle mentionné Tyler? Elle a dit qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, pour les maintenir à flot. J'ai dû me retenir physiquement, pour ne pas jeter mon téléphone à travers la pièce. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment, à fixer le vide. La trahison ne résidait pas dans les factures, ni dans les mensonges, ni même dans le manque de reconnaissance. C'était la façon de tout déformer. La manière dont il réécrivait l'histoire, pour faire de moi le méchant. Et Tyler, il s'en délectait. Il a commencé à publier des tweets vagues.
Quand quelqu'un ne donne que pour se sentir puissant, il n'a jamais été généreux en premier lieu. Ou encore, le faux amour, c'est quand l'aide vient avec des conditions. Je ne le suivais pas sur les réseaux, mais un ami commun m'en a fait des captures d'écran. J'ai eu la nausée. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce qu'il y croyait. Ou du moins, il voulait que les autres y croient. J'étais devenu la mise en garde, dans son propre arc de rédemption personnelle. Puis, est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de ma mère. Il était bref, glacial. Adam, ton père et moi avons discuté, et nous apprécierions que tu nous transfères entièrement l'acte de propriété. C'est juste plus propre légalement. J'ai failli lâcher mon téléphone. Vous voulez que je vous donne la maison? C'est notre maison, a-t-elle rétorqué. Tu l'as payée pour nous, mais maintenant elle est à ton nom, et ça ne nous semble pas juste. Pas juste, ai-je répété. Mon cœur battait à tout rompre. Tyler est d'accord, a-t-elle ajouté, comme si cela allait me faire plier. Il a dit que si tu tenais vraiment à nous, tu ne nous ferais pas sentir comme des invités, dans notre propre maison. J'ai gardé le silence un long moment. A-t-il dit autre chose? Elle a hésité. Il a aussi dit, tu nous as fait du chantage avec ça, que tu essaies de nous punir. Les punir. Les punir de quoi? Je m'étais plié en 4 pendant des années, discrètement, constamment. Je n'avais jamais rien demandé en retour, pas même de l'affection. Et maintenant, il m'accusait de manipulation, parce que j'avais enfin pris du recul. Ce fut le moment décisif, le véritable point de rupture. Car il ne s'agissait plus seulement de favoritisme. Il s'agissait de déformer la réalité, pour faire de moi l'ennemi. Et Tyler, il était le général en chef des garçons en or, menant la charge avec un sourire suffisant, et 300 abonnés sur Twitter, qui le trouvaient profond. Ce soir-là, je me suis assis avec un verre de vin, et j'ai ouvert chaque compte. J'ai regardé le dossier de propriété, j'ai examiné le registre des services publics. J'ai repensé à toutes ces années de ma vingtaine, passées à m'inquiéter de savoir si ma mère avait pensé à renouveler ses médicaments contre la tension, ou si le chauffage de papa tiendrait tout l'hiver. Et puis j'ai pensé à Tyler, et à cette phrase, il a fait plus pour nous que tu ne le feras jamais. J'ai fermé l'onglet lentement, car le prochain mouvement allait tout changer. La première semaine après cet appel, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste un vide. Comme si on avait plongé la main dans ma poitrine, et débranché quelque chose d'essentiel. Je me réveillais toujours à 6h30, je préparais toujours mon café filtre, je m'asseyais toujours à mon bureau comme d'habitude. Mais je n'étais plus là. Je cliquais sur mes emails sans conviction, je lisais les messages Slack, je souriais lors des appels Zoom quand il le fallait. Mais à l'intérieur, ce n'était que des parasites. C'est quelques soirs plus tard, que j'ai vraiment pris conscience de la situation. J'étais allongé sur le canapé dans l'obscurité, devant une série Netflix que je ne regardais pas. En jetant un coup d'œil à mon téléphone, j'ai vu une notification. Tyler venait de publier, rien ne fait plus mal que de réaliser que ta famille n'aimait que ce que tu lui donnais. La légende n'identifiait personne. Pas de nom. Mais il n'y en avait pas besoin. C'est à ce moment-là, que j'ai encaissé le choc. Je n'étais pas seulement exclu. J'étais effacé. Chaque euro dépensé, chaque vol pour un anniversaire, chaque course au supermarché, chaque réparation de chauffe-eau, chaque appel pour réparer un Wi-Fi en panne. Disparu, gommé de l'histoire familiale, comme si je n'avais jamais existé. Et qu'est-ce qui rendait les choses encore pires? Il n'essayait même pas de s'en cacher. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas une simple larme coulant sur la joue, comme dans les films. J'ai pleuré à chaudes larmes, affalé sur le sol dans mon sweat à capuche, les épaules tremblantes, le nez qui coule, la poitrine soulevée par les sanglots. Je n'avais pas pleuré de cette façon depuis l'université. Je ne sais même pas ce qui a déclenché ça. Peut-être était-ce ce mot famille, car je commençais à réaliser que je n'en avais plus. Le lendemain matin, je me suis porté pâle au travail, pour la première fois depuis des années. J'ai dit à mon manager que j'avais un problème d'estomac. Il a été compréhensif. Je pense qu'il savait que ce n'était pas seulement ça. Ensuite, j'ai fait une chose qui m'a surpris moi-même. J'ai commencé à écrire les choses que j'avais faites pour eux, et qu'ils ne reconnaîtront jamais. La liste a commencé modestement. Rembourser leur prêt hypothécaire.
Vous couvrir financièrement. Acheter les médicaments prescrits de maman chaque mois. Rentrer à la maison pour chaque jour férié. Acheter les appareils auditifs de papa, quand l'assurance a refusé la prise en charge. Aider Tyler à faire sauter son amende pour excès de vitesse. Conduire maman à son rendez-vous pour une biopsie, quand Tyler disait qu'il était trop occupé. Avant même de m'en rendre compte, la liste faisait 3 pages, à simple interligne. Je ne l'ai pas écrite par vengeance. Je l'ai écrite parce que j'avais besoin de me souvenir. Car quand les gens vous manipulent assez longtemps, vous commencez à oublier la vérité. Et je ne pouvais pas me permettre d'oublier la mienne. Cette liste est devenue mon point d'ancrage. À chaque fois que je sentais le doute s'immiscer, comme si j'avais peut-être été trop contrôlant, trop froid, trop distant, je la lisais. Et lentement, ces parasites commençaient à se dissiper, un peu comme lorsqu'on règle une station de radio floue, jusqu'à enfin entendre la musique en dessous. Vers cette époque, mon amie Olivia m'a invité à dîner. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis la pandémie, mais elle avait toujours fait partie de ces amis faciles à vivre, qui pouvaient disparaître pendant des mois, et reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et m'a dit, « Tu as l'air vide. » J'ai ri. C'est parce que je le suis. Elle n'a pas insisté, a juste siroté son vin et a dit, « Parle-moi. » Je lui ai tout raconté. Du dîner barbecue, jusqu'à l'appel pour la propriété. Tout. Je ne l'avais jamais dit à voix haute jusque-là. Et une fois lancé, tout a débordé, comme si des vannes s'étaient rompues. Elle n'a pas interrompu, n'a pas essayé de réparer les choses, elle a juste écouté. Vraiment écouté. À la fin, elle a dit une chose que je n'oublierai jamais. Adam, tu essayais d'acheter l'amour de personnes, qui n'ont jamais appris à le donner. Cela m'a frappé plus fort que tout ce que ma mère avait pu dire. Ça m'est resté en tête toute la semaine, car au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je jouais à ce jeu silencieux depuis des années, essayant de gagner leur affection, de gagner ma place, de gagner un sentiment d'appartenance. Et à chaque fois que je pensais en avoir fait assez, ils déplaçaient les poteaux de but. Je marchais sur un tapis roulant, sans bouton d'arrêt. Alors, j'en suis descendu. Littéralement. J'ai réservé un voyage. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une cabane dans les îles San Juan. Hors réseau, sans Wi-Fi, sans réseau cellulaire, juste des pins, de l'air froid, et du silence. Pour la première fois depuis des années, je ne vérifiais pas les dates d'échéance des factures, ou je n'appelais pas pour des ordonnances. Je ne me demandais pas si le filtre de la chaudière devait être remplacé, ou si Tyler avait planté une autre voiture. Je me suis juste assis. J'ai lu, j'ai fait de longues promenades, j'ai cuisiné lentement, comme si c'était un art plutôt qu'une corvée. Et quelque part dans ce calme, quelque chose a commencé à changer. J'ai réalisé qu'il ne me manquait pas. Pas comme je le pensais. L'idée que je me faisais de me manquait. Le rêve que j'avais construit dans ma tête. Les parents solidaires qui se vantaient de moi auprès de leurs amis. Le frère qui m'appellerait quand quelque chose allait bien, ou même quand ça n'allait pas. Mais les vraies versions. Celles qui prenaient, déformaient et rejetaient. Elles ne me manquaient pas du tout. À mon retour à Seattle, j'étais plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. J'ai commencé à faire des changements. D'abord, j'ai rencontré une conseillère financière. Non pas seulement pour passer en revue mes actifs, mais pour construire quelque chose pour moi. Un véritable avenir, un où je ne saignais pas tout mon soutien, dans un trou noir. Elle m'a aidé à mettre en place un plan de retraite, un fonds de voyage, et même un apport pour une vraie maison. Pas le minuscule appartement, dans lequel j'étais entassé depuis 3 ans. Ensuite, j'ai appelé un entrepreneur. Je repoussais sans cesse l'aménagement de la 2e chambre, en un espace bureau et loisirs. Je me disais que je n'en avais pas besoin, mais au diable tout ça. J'en avais envie. En un mois, la moquette a été arrachée, une nouvelle peinture a été posée, et un grand bureau avec vue sur les gratte-ciel de la ville, m'attendait chaque matin. J'ai aussi commencé à faire de la menuiserie. Pas parce que j'étais doué pour ça, je ne l'étais pas, mais parce que cela m'obligeait à ralentir, à mesurer, à me concentrer. Mon premier projet, une table basse avec des pieds bancals et beaucoup trop de vernis. Je la garde toujours. La thérapie est venue ensuite. J'avais tourné autour de l'idée auparavant. J'avais téléchargé les applications, mis des cliniques en favoris, j'avais même rempli quelques formulaires d'évaluation,
mais je ne m'étais jamais engagé. Cela me donnait toujours l'impression d'admettre la défaite. Comme si aller en thérapie signifiait que ma famille avait gagné. Mais ce n'était pas le cas. La thérapie n'était pas pour eux. C'était pour moi. Alors, j'y suis allé toutes les semaines. Parfois je parlais. Parfois je restais simplement assis là, à essayer de ne pas pleurer. Ma thérapeute, une femme brillante et chaleureuse nommée Clara, m'a aidé à me défaire d'années de culpabilité, que je ne savais même pas porter. Je pense que vous pleurez la mauvaise personne, m'a-t-elle dit un jour. Que voulez-vous dire? Vous n'arrêtez pas de pleurer votre mère. Mais je pense que vous faites le deuil de la version d'elle que vous avez créée, pas de celle qui existe réellement. Je l'ai regardée, stupéfait. Car elle avait raison. La femme dans ma tête, celle qui m'avait serré dans ses bras après la remise de mon diplôme, et qui avait murmuré « Tu nous rends si fiers ». Elle avait disparu depuis longtemps, si tant est qu'elle ait jamais été réelle. La vraie personne. Elle était quelqu'un qui avait besoin d'un coupable, lorsque la vie ne se déroulait pas comme elle le souhaitait. Et Tyler, lui, était le parfait opposé d'un bouc émissaire. Charmant, irresponsable, plein de promesses qu'il ne tiendrait jamais. Ils avaient besoin d'un méchant et d'un héros. J'avais juste été casté pour le rôle, avant même de savoir qu'il y avait un script. Cela a pris du temps, des mois, honnêtement. Mais quelque chose en moi a guéri. Je n'étais pas réparé. Je n'étais pas passé à autre chose. Mais j'étais plus fort. J'ai arrêté de regarder leurs réseaux sociaux, arrêté de répondre aux messages, arrêté d'espérer. J'ai recommencé à faire des rencontres amoureuses. Prudemment, lentement, mais avec plus d'honnêteté qu'avant. Je disais d'emblée aux gens, ma situation familiale est compliquée, mais je travaille à construire quelque chose de mieux. Et c'est ce que je ressentais. Je construisais, brique par brique. Une vie qui ne consistait pas à plaire aux autres, mais enfin, à penser à moi. Puis, est arrivé le message. Sorti de nulle part, une seule ligne de ma mère. Ton père est à l'hôpital. Appelle-moi. C'était tout. Pas de contexte, pas de salutation, pas de chaleur, juste ça. Et en le fixant, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, j'ai senti le froid m'envahir. Car à cet instant, j'ai su que quelque chose avait changé. Pas seulement chez eux, mais en moi. Cette fois, je n'allais pas accourir en courant. Cette fois, je n'allais pas jouer au sauveur. Cette fois, le prochain coup serait le mien. Je n'ai pas répondu tout de suite. En fait, j'ai fixé ce message pendant plus de 2 heures. Je suis resté assis sur mon canapé, le téléphone posé face vers le haut sur la table, à regarder l'écran s'éteindre et s'allumer à nouveau. Cette phrase, « Ton père est à l'hôpital. Appelle-moi », brûlait comme une marque au fer rouge. Pas « S'il te plaît ». Pas « Nous avons besoin de toi ». Pas même un mot sur son état. Juste « Appelle-moi », comme si j'étais le personnel de service. Comme si j'étais encore le gamin avec la carte bancaire. Le plan de secours. Celui qui répondait toujours présent. Mais cette version de moi avait disparu. Enterré avec la fausse image d'une famille. J'avais enfin arrêté de courir après eux. Pourtant, j'avais des questions. Et une partie de moi, petite, prudente, humaine, voulait connaître la vérité. Alors je n'ai pas appelé. J'ai envoyé un email. Salut, j'ai bien reçu ton message. Je suis désolé d'apprendre qu'il est à l'hôpital. J'espère qu'il va bien. Peux-tu m'envoyer les détails? Diagnostic, localisation, heure de visite, qui est avec lui? Je vous recontacterai dès que j'en saurai plus. Pas de maman, pas de chaleur, pas d'appât émotionnel. Elle n'a répondu que le lendemain. Et quand elle l'a fait, c'était un email de 3 lignes avec une photo en pièce jointe. Il a eu des douleurs thoraciques. Ils l'ont gardé en observation pour des examens. Tyler est avec lui maintenant. Hôpital Tacoma Général, chambre 432. Dis-moi si tu viens. La photo. Tyler, debout à côté du lit d'hôpital de papa, souriant à pleines dents, comme s'il prenait un selfie dans un parc d'attractions. Papa avait l'air pâle, les yeux mi-clos, des tubes dans le bras. Mais Tyler l'avait tagué, la famille d'abord. Je n'y suis pas allé. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Je me suis dit que s'il voulait tellement que Tyler soit le héros, il pouvait l'avoir.
Je n'allais pas me battre pour un rôle, pour lequel je n'avais jamais auditionné. Mais plus j'y pensais, plus mon estomac se nouait, car soudain, tout prenait sens. Toutes ces remarques sournoises, toute cette culpabilisation, la demande pour l'acte de propriété, la réécriture de notre histoire. Ce n'était pas juste du favoritisme. C'était un positionnement. Il changeait de marque, il réécrivait l'histoire. Et Tyler n'était pas seulement le garçon en or. Il était le remplaçant, le nouveau fils loyal, celui qui restait proche, souriait pour les photos, et jouait son rôle. Et moi? J'étais lentement effacé. Comme un mauvais brouillon, qu'il regrettait d'avoir publié. C'est là que j'ai su que ce n'était pas terminé. Loin de là. Ils n'avaient pas seulement brûlé les ponts. Ils avaient essayé de m'enterrer en dessous. Et je n'allais pas les laisser faire. Alors, j'ai commencé à planifier. Pas par méchanceté. Ni même par vengeance en réalité, mais par principe. Car si vous laissez les gens réécrire votre histoire sans vous défendre, ils la vendront à tout le monde comme étant la vérité. Et ma vérité, il était temps qu'ils se rappellent qui j'étais vraiment. La première étape fut juridique. J'ai recontacté Marisol, mon avocate, celle qui m'avait aidé à transférer la maison dans le trust l'année dernière. Elle était pointue, pragmatique, et extrêmement douée pour conserver les preuves. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, et j'ai tout déballé. La manipulation, la campagne de dénigrement, la demande de cession de la propriété. Elle a levé un sourcil. Ils vous ont demandé de leur faire don de la maison. Ouais, ai-je dit. Elle a dit que ce serait plus propre, que c'était leur maison. Elle a ricané. C'est adorable. Puis son visage est devenu sérieux. Voulez-vous garder la maison? J'ai hésité. Je ne sais pas. Je ne veux pas y vivre, mais je ne vais pas non plus la leur donner, après tout ça. Elle s'est adossée à sa chaise. D'accord. Assurons-nous alors, qu'ils ne puissent pas y toucher. Ni maintenant, ni jamais. Nous avons revu le trust. Il était déjà inattaquable, mais elle a suggéré d'y ajouter une clause, empêchant toute location, ou modification non autorisée. En bref, ils pouvaient y vivre tant que je le permettais. Mais s'ils essayaient de forcer ma main, je pouvais légalement les faire expulser. Cela semblait froid, dur même, mais cela m'a aussi donné l'impression de porter une armure. Deuxième étape, l'information. J'avais besoin de savoir ce qui se passait réellement avec mon père. Pas à travers les rumeurs familiales, mais avec des faits. Alors, j'ai appelé le Tacoma général, et j'ai demandé à parler au médecin traitant de la chambre 432. J'étais enregistré comme contact d'urgence, et j'avais toujours une procuration. Un autre détail qu'ils avaient opportunément oublié. La doctoresse était aimable, professionnelle. Il souffre d'une légère arythmie, a-t-elle expliqué. Probablement induite par le stress. Rien d'immédiatement mortel. Nous surveillons, mais il est stable. Aura-t-il besoin de soins de longue durée? Pas à moins que son état ne s'aggrave, mais nous recommandons des changements majeurs de son mode de vie. Cela m'a percuté de plein fouet, car je savais ce que cela signifiait. Régime alimentaire, routine, tension artérielle, médicaments, et fini les cigarettes à la chaîne dans le garage, ou les 3 bières avant le dîner. En gros, tout ce que mon père détestait. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Tyler n'avait rien posté depuis la photo, mais ma mère avait publié un long message sur Facebook, avec une photo adoucie par un filtre, montrant mon père au lit. Elle avait écrit « Besoin de prière ». Ces derniers jours ont été effrayants, mais nous restons forts. Merci à notre fils extraordinaire, Tyler, de rester à nos côtés à travers tout cela. Il a été un roc. Il était là. Aucune mention de moi, encore une fois. Juste Tyler le roc, le héros, le fils révisé. Puis, la goutte d'eau finale, est tombée dans ma boîte de réception. Un email transféré par Marisol. L'objet, avis de demande de modification, transfert d'occupation de la propriété. Il venait d'un avocat spécialisé en immobilier local, demandant si j'envisagerais de céder les droits d'occupation de la propriété, aux résidents de longue date, Michael et Linda Thomas, pour des raisons de stabilité et de clarté juridique. Ils essayaient de squatter ma maison. En utilisant les voies légales. Marisol avait ajouté une note. Dites-moi comment vous voulez jouer ça. Nous pouvons tout arrêter aujourd'hui,
ou nous en servir pour mettre un peu de pression. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu, ne l'arrêtez pas encore. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais donnez-moi tout. Chaque email, chaque demande, chaque bout de papier qu'ils ont soumis. Car s'ils voulaient jouer ça comme une partie d'échecs, ils avaient oublié que c'était moi qui avais construit l'échiquier. La suite du plan, le contrôle de l'information. J'ai recontacté tante Denise. Elle était la seule de la famille à avoir encore une boussole morale, et surtout, la seule à voir le changement de mes parents et de Tyler, pour ce qu'il était vraiment. Nous nous sommes retrouvés chez elle, pour prendre le thé. Je lui ai tout raconté. Les mensonges, les tentatives de s'emparer de la maison, les séances photos, l'effacement silencieux. Elle secoua la tête lentement, les mains enroulées autour de sa tasse. Je savais que ta mère perdait pied, mais ça. C'est autre chose. Elle réécrit tout, ai-je dit. Et Tyler la laisse faire, l'encourage. Denise m'a regardé, le regard perçant. Alors il est temps de lui donner une nouvelle fin. J'ai souri. Exactement. Elle a accepté d'être mon relais de contact. Mes yeux sur le terrain, celle qui pourrait confirmer ce qu'il racontait à la famille élargie, et corriger discrètement le récit lorsque ce serait nécessaire. Puis, presque après coup, elle a ajouté, tu sais qu'il y a une réunion de famille dans 2 mois, n'est-ce pas? Je ne le savais pas. J'avais probablement été rayé de la liste. Elle a sorti son téléphone. Regarde le groupe de discussion Facebook. Et bien sûr, aucune invitation. Ça pourrait être ton moment, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête lentement. Elle n'avait pas besoin de le dire 2 fois. J'ai passé les semaines suivantes à empiler discrètement mes dominos. J'ai mis à jour les services publics à nouveau. Cette fois, en m'assurant que chaque facture enverrait des copies papier à mon adresse de Seattle, au lieu de la maison. J'ai redirigé toutes les communications vers mon email juridique personnel. Plus d'appels, plus de textos, uniquement des traces écrites. Et ensuite, j'ai pris ma décision finale. J'allais vendre la maison. Non pas par rancune, mais parce qu'il était temps. Je ne voulais plus de cette responsabilité. Le souvenir de cette maison, autrefois chaleureuse et pleine d'échos d'enfance, était entaché. Je les avais laissés y rester assez longtemps. J'avais payé leur dû assez longtemps. S'ils la voulaient, ils pouvaient l'avoir au prix du marché. Auprès d'un acheteur, que je choisirais. Je l'ai mise en vente discrètement. Une vente de gré à gré, pas de panneaux, pas de photos en ligne, juste le bouche à oreille grâce à mon agent immobilier. Elle ne resterait pas longtemps sur le marché, mais dès que la vente serait conclue, le jeu changerait définitivement. Et juste comme ça, les pièces étaient en place. Il pensait jouer aux dames, mais j'avais la reine. 2 mois plus tard, la date de la réunion de famille est arrivée, comme une alarme que je n'avais pas programmée. Je n'avais pas été invité, bien sûr. Tante Denise a dû me transférer les détails. Un repas partage en plein air, chez mes parents. Dans ce même jardin, où ce fameux dîner de steak avait eu lieu. La simple idée m'a retourné l'estomac, d'une manière indescriptible. Comme retourner sur une scène de crime, où je n'étais pas la victime, mais seulement l'équipe de nettoyage. Mais cette fois-ci, je ne serai pas là pour maintenir la paix. Je serai là, pour mettre un point final à l'histoire. La maison était sous contrat depuis 2 semaines. Une offre discrète, propre, de la part d'un couple de retraités déménageant de l'Oregon. Ils aimaient l'emplacement, ne se souciaient pas de la cuisine démodée, et ont payé en espèces. Au prix demandé. Mon agent immobilier, Kevin, était un magicien. Nous avons conclu l'affaire en moins de 10 jours. Le trust était toujours propriétaire de la maison, ce qui signifiait que mon nom n'y était pas publiquement attaché, une mesure que j'avais prise pour me protéger dès le début. Mais maintenant, cela m'offrait l'avantage du timing. Une fois la vente finalisée, j'avais le contrôle total, sur le moment et la manière de signifier l'avis d'expulsion. J'ai choisi le jour de la réunion. Ça semblait poétique, mais je ne voulais pas que cela arrive comme une simple enveloppe dans une boîte aux lettres. Je voulais que ce soit vu, alors j'ai imprimé 20 exemplaires de l'avis. Avis de libération des lieux. La propriété a été vendue. Le nouveau propriétaire a autorisé la résiliation officielle de toute occupation informelle. Les résidents sont tenus de quitter les lieux, dans les 30 jours suivant la présente notification,
conformément à la loi RCW 59.18.650. Je les ai pliés soigneusement, et empilés dans une chemise cartonnée. Par-dessus, une copie propre du transfert de l'acte de propriété, avec la date et les noms des acheteurs surlignés. Mon équipe juridique avait également préparé une injonction formelle de cesser et de s'abstenir, au cas où quelqu'un essaierait de bloquer la vente rétroactivement. L'ensemble de la procédure était aussi inattaquable que possible. Maintenant, venait la partie difficile. Se présenter. Je n'aimais pas les drames. Je ne voulais pas faire une scène, mais je ne voulais pas non plus que ce soit quelque chose d'abstrait, qu'ils découvriraient par email. S'ils allaient mentir à mon sujet devant la famille, se pavaner comme si j'étais un fils sans cœur qui les avait abandonnés, alors j'allais leur donner une vraie raison de parler. Je me suis garé dans le quartier, cet après-midi-là, dans une voiture de location noire et discrète. Je ne voulais pas qu'ils reconnaissent ma voiture habituelle, et qu'ils verrouillent les portes. Tante Denise m'a rejoint 3 maisons plus loin, et m'a fait passer par la cour latérale, comme si nous nous faufilions dans un cinéma. Tout le monde est là, a-t-elle chuchoté. Même des cousins que tu n'as pas vus depuis des années. Sois prêt. La cour arrière était bondée, table pliante, chaises en plastique, bacs de salade de pommes de terre, et bière bon marché. Ma mère se tenait près du barbecue, arborant ce même faux sourire, qu'elle affichait toujours quand il y avait des invités. Tyler tenait la cour près du belvédère, un gobelet rouge dans une main, ses lunettes de soleil sur le nez malgré l'ombre. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il se lance dans une autre de ses histoires. Quelque chose à propos de sa start-up e-commerce, qui allait définitivement faire la couverture de Forbes bientôt. Les gens écoutaient à moitié, hochaient la tête à moitié. Ma mère riait plus fort que nécessaire, comme des applaudissements après une blague médiocre. C'est à ce moment-là que je suis apparu. Il a fallu environ 4 secondes pour que l'atmosphère change. J'ai regardé le sourire de ma mère se figer, puis s'effondrer. Tyler s'est retourné, son sourire narquois déjà en train de se former, jusqu'à ce qu'il voie ce que je tenais. Un dossier. Un dossier fin et silencieux. Mais il me connaissait assez bien, pour sentir le danger quand j'étais calme. Et, ai-je dit, assez fort pour faire taire le groupe. Je me suis dit que j'allais passer. Ma mère a serré les mâchoires. C'est un rassemblement privé. J'ai hoché la tête. Oh, je sais. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas rester. Je suis juste venu livrer quelque chose. Je me suis avancé vers la table centrale, j'ai posé le dossier, et je l'ai ouvert. J'ai sorti une copie de l'acte de propriété, et je l'ai levé en l'air, comme un professeur à l'avant de la classe. Je voulais juste que tout le monde ici sache, ai-je dit d'une voix posée, que cette maison, celle dans laquelle nous nous trouvons, a été vendue. Des halètements. Une fourchette qui tombe. Les yeux de tante Karen se sont écarquillés. Tyler s'est avancé. De quoi tu parles, bordel? Je me suis tourné vers lui. Tu te souviens de la fois où tu as dit, que j'essayais de contrôler la famille avec mon argent? Comment toi et maman disiez que je ne vous avais jamais vraiment donné la maison? J'ai fait une pause. Eh bien, j'ai fini par être d'accord avec vous. Je me suis retourné vers le groupe. J'ai payé chaque facture de cet endroit, pendant 5 ans. L'hypothèque remboursée, les services publics couverts, l'assurance, les taxes, l'eau, Internet, tout était à mon nom. Des murmures ont parcouru la foule. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait. Alors, j'ai décidé de mettre fin à la confusion. J'ai pointé du doigt l'acte. Cette maison était légalement à moi, et maintenant elle appartient à quelqu'un d'autre. La voix de ma mère a finalement percé, perçante. Tu fais ça devant tout le monde, lors d'une réunion de famille. J'ai croisé son regard. Tu as rendu les choses publiques, à la seconde où tu as dit aux gens que Tyler avait fait plus que je ne le ferai jamais. Silence. Vous vouliez m'effacer, ai-je ajouté calmement. Très bien. Laissez-moi disparaître correctement. Tyler a ri, mais son rire s'est cassé à mi-chemin, ils ne peuvent pas juste nous jeter dehors. C'est illégal. Je lui ai souri. Tu aurais raison si vous étiez des locataires. Je lui ai tendu l'un des avis d'expulsion. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais payé de loyer, jamais signé de bail. Je me suis approché d'un pas, vous êtes des invités. J'ai laissé planer le mot un instant. Et on peut demander aux invités de partir. Je lui ai tendu le papier.
vous avez 30 jours. Les gens commençaient à chuchoter plus fort maintenant. Ma cousine Jenna s'est penchée vers son mari, les yeux écarquillés. Oncle Brian s'est levé. Attends, tu es en train de dire que tu as payé pour tout ça? J'ai hoché la tête. Chaque centime. Ma mère avait l'air de vouloir hurler. Au lieu de cela, elle est devenue glaciale. C'est mesquin. Tu jettes tes propres parents à la rue? Non, ai-je dit d'un ton calme et posé. Je vous donne la même liberté que vous m'avez donnée, aucune. Tyler s'est avancé, le visage crispé. Tu crois que ça te donne une bonne image? Tu viens de détruire ta famille pour quelques posts Facebook? J'ai penché la tête. Non, j'ai tout arrêté quand vous avez essayé de réécrire l'histoire. Je me suis approché. Quand tu es resté là, à sourire pendant que maman disait que tu en avais fait plus. Il s'est planté juste devant mon visage. Tu crois que cette histoire est terminée? Je me suis penché, juste assez pour que lui seul puisse entendre. C'était terminé au moment où tu as posté ce selfie. Puis, je me suis retourné et je suis parti. Sans crier, sans courir, laissant derrière moi un silence pesant. Un silence lourd, épais, comme dans une église après que quelqu'un ait juré devant l'autel. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines plus tard, Marisol m'a appelé. Ils ont déménagé, m'a-t-elle dit. Les clés ont été laissées dans la boîte aux lettres. L'endroit est vide. Des problèmes? Juste quelques mots passifs-agressifs. Pas de dégâts. Les acheteurs sont contents. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Bien. Et ce fut tout. Pas de merci. Pas d'excuses, pas d'appel, juste quelques pics indirects de proches, qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais dû rendre cela si public. Mais ceux qui comptaient, ceux qui connaissaient la vérité, m'ont envoyé des messages discrets. Je n'en avais aucune idée. Tant mieux pour toi. Il était temps que quelqu'un dise quelque chose. J'ai déménagé peu de temps après. Dans une vraie maison, cette fois-ci. La mienne. Sans murs mitoyens. Sans souvenirs incrustés dans la peinture. Je l'ai meublé lentement, j'ai acheté des meubles qui me plaisaient vraiment. J'ai appris à cuisiner autre chose que des œufs et du riz. Et pour la première fois, en m'asseyant dans mon salon, les fenêtres ouvertes, la brise glissant à travers les rideaux, je me suis senti léger. Ni victorieux, ni suffisant, juste libre. Car la meilleure des vengeances n'est pas la colère. C'est la paix. Et la paix, c'est de savoir enfin que vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez la solution, qu'ils n'ont jamais méritée.